Bon, bonjour, ça c'était du Bundu da Congo. En chant, je vous ai présenté du Bundu da Congo. En chant, ça c'est la langue Congo que les Occidentaux veulent faire disparaître. La langue Congo, la culture Congo que les Occidentaux euh, font disparaître. Ils ont le plan d'exterminer ces peuples Congo. Regardez toutes ces valeurs que les Occidentaux ne veulent pas voir parce qu'ils savent que nous avons une culture qui est très forte. Si on laisse cette population, on laisse cette culture, cette famille Congo d'évoluer, ça serait une chute libre ou parce que les peuples Congo, c'est un peuple qui, euh, qui tient à ses valeurs, malgré qu'aujourd'hui nous sommes un peu nous sommes un peu dans la distraction, dans le divertissement, mais le peuple Congo, le, le, comme nous le connaissons, ce sont des gens qui sont très très proches de leur culture. Donc ça, ce que je viens de vous montrer, ça me rappelle mon enfance avec les scolas populaires, avec tous ces tam-tams, ces instruments traditionnels, ces instruments avec un son traditionnel. Voilà, mes chers compatriotes, comme on dit le ngunga, hein, les trucs, ding, 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 et puis les nsaki, tout ça là, ça c'est vraiment. Est-ce qu'on peut vraiment tourner le dos à une telle culture? Non, mes chers compatriotes. Donc voilà pourquoi j'ai commencé cette vidéo avec
cette chanson avec le rythme Congo pour juste vous montrer à quoi ressemble le rythme Congo, à quoi ressemble la culture Congo et qu'est-ce que nous sommes en train de protéger, pourquoi nous revendiquons la protection de nos peuples Congo. Alors, chers compatriotes, il n'est plus question de se voiler la face. Aujourd'hui, nous les Africains, nous devons nous lever, nous devons prendre notre responsabilité. Surtout en ce moment, tous les Africains devraient se révolter. Tous les Africains, je dis bien tous les Africains devraient se révolter. Parce que l'heure est grave, les vérités sont là, les réseaux sociaux nous permettent de partager partager des informations. Les réseaux sociaux nous permettent de ne plus être dans l'ignorance, de sortir toutes les cachettes, toutes les vérités qu'on nous avait cachées depuis la nuit des temps, depuis la conférence de Berlin. Aujourd'hui, nous savons très bien que la mission des Nations Unies n'ont rien apporté à nos peuples, n'ont rien apporté aux nations du monde. Ceci n'est pas dit par Maman Olga, ceci n'est pas dit par les activistes, ni les résistants, ni les combattants, mais ça a été admis par le secrétaire général des Nations Unies, qui est autre que Antonio Guterres. Antonio Guterres vient d'admettre devant leur propre chaîne, les chaînes des gouvernements mafieux, il vient de l'avouer que la mission des Nations Unies au monde ont échoué. Ils sont 22 ans de leur présence en RDC. Nous savons tous les résultats aujourd'hui, si ce n'est pas seulement des massacres qui se passent à l'est de là où sont positionnés les soldats de la mission des Nations Unies. Nous avons tous vu leur présence au Mali, dont aujourd'hui nous savons tous le résultat, qui n'est plus à expliquer leur présence sous soi-disant l'appel des Maliens. Ils se sont positionnés au Mali depuis 10 ans. Pendant 10 ans, nous avons tous vu le résultat. Le Mali n'avait jamais retrouvé sa tranquillité. Le Mali, le Sahel n'avait pas retrouvé la sécurité. D'où aujourd'hui, nous avons tous les résultats. Nous avons tous vu leur présence en RCA, si ce n'était pas pour aller violer les enfants, aller violer les jeunes, les mineurs en RCA, en République centrafricaine. Quels sont les résultats? Nous avons tous vu. Aujourd'hui, ils sont en train de se déplacer au Niger. Nous voyons que ce matin, hier, il y a eu la manifestation des peuples nigériens qui ne veulent pas cette présence, parce que nous savons maintenant tous quel rôle jouent les militaires quel rôle jouent les casques bleus sur notre terre. Chers compatriotes, nous ne venons pas là pour, comme ils le disent, pour tisser la haine contre les Blancs. Nous n'avons pas de problème avec les Blancs. Nous n'avons pas de problème avec les Européens. Il n'y a pas le système anti-français ou anti-européen ou anti-occidentaux en Afrique. Mais il y a le sentiment anti-domination et anti-destruction de et anti-pillage de nos terres.
de nos ressources naturelles. Nous sommes fatigués. L'Africain est fatigué de voir que nous avons confié une mission. Nous avons donné, ouvert nos portes à des, euh, à des, à des amis, s'il faut le dire, qui sont autres que les organismes internationaux. Mais nous avons vu que ces organismes internationaux ont apporté que le versement du sang des peuples africains. Ils ont apporté que la haine dans notre continent. Ils ont apporté que la division dans notre continent. D'où, chers compatriotes, dans cette mission pour l'Afrique centrale, les Occidentaux, ils ont le plan d'exterminer les peuples congos parce que les peuples congos sont dominants dans la région de l'Afrique centrale. Les chers compatriotes, ça, ce n'est plus quelque chose que nous devons, que nous sommes en train d'inventer. C'est la vérité. Et pour combattre l'impérialisme, pour combattre le néocolonialisme, nos peuples doivent être au courant et savoir pourquoi nous nous sommes levés, pourquoi nous insistons à ce que nous coupons les cordons, les chaînes dont les impérialismes avaient, avaient enfermé les peuples africains, les peuples bantous, les peuples congos. Chers compatriotes, moi je suis Maman Olga depuis les États-Unis, la maman de la Fédération Congo, qui a été créée. La Fédération Congo est le 55e pays qui a été créé récemment pour sauver nos peuples congos qui sont en voie de disparition, qui sont sur le plan des Occidentaux en voie d'extermination. Nous sommes ce peuple Congo qui aujourd'hui mène le même combat que mène le gouvernement malien. C'est le combat de la protection de nos peuples, le combat de la souveraineté de nos territoires. Car le peuple Congo, au Congo-Brazzaville, a subi, est en train de subir les massacres, le génocide, tous les actes d'humiliation imposés par le gouvernement actuel qui est là, soutenu par les Français, le gouvernement de Denis Sassou Nguesso. Et pendant ce temps, on nous parle de la démocratie. Nous n'avons pas vu dans un seul pays démocratique où un président est resté pendant 40 ans au pouvoir avec des résultats négatifs, avec des crimes commis devant cette commission des Nations Unies, devant ces organisations internationales. Parce que cela n'est plus un secret, nous le savons tous que la mission des Nations Unies savent ce qui se passe, le génocide qui a été commis par Denis Sassou Nguesso, les crimes qui sont commis par Denis Sassou Nguesso, puisqu'ils l'ont déjà, ils l'ont présenté et ils l'ont dénoncé dans une réunion. Je dirais pas seulement dans une réunion, dans des réunions qui sont organisées au siège de l'Union européenne. Alors, chers compatriotes, pour ceci, je veux quand même vous passer, pour ceux qui ne connaissent pas de quoi nous parlons, je veux vous montrer la carte de l'Afrique et la carte de l'Afrique. Comme ça, nous allons peut-être procéder.
Je ne sais pas si vous allez voir, ça c'est la carte de l'Afrique. Et à gauche ici, ça c'est la carte de l'Afrique. Et tout en bas ici, c'est la Fédération Congo. Donc le 55e pays qui vient d'être créé par les peuples Congo. Car ce pays n'est pas fait par un individu, mais c'est la volonté des peuples Congo qui ne veulent plus rester avec la domination et l'extermination des Mboshi qui ont été placés au pouvoir par les Occidentaux, par le gouvernement français. Chers compatriotes, ça c'était pour vous parler du combat que mène la Fédération Congo. La Fédération Congo est là pour protéger les peuples Congo que les Occidentaux avaient décidé depuis la nuit des temps d'exterminer par le biais de leurs éléments qu'ils ont placés au pouvoir depuis 40 ans au pouvoir, qui est autre que Denis Sassou Nguesso. Les crimes de Denis Sassou Nguesso ne sont plus un secret. Donc, ce que je voulais dire, chers compatriotes, tous les Africains devaient se lever aujourd'hui. Tous les Africains devaient se révolter aujourd'hui. Parce que ce qui est en train de se passer n'est plus un secret pour nous. Nous sommes en train de faire le self-defense. Nous sommes en train de protéger nos peuples qui avaient été exposés depuis la nuit des temps, depuis la conférence de Berlin. Donc, chers compatriotes, il y a quelques jours, nous avons regardé, nous avons suivi ce qui vient de se passer, ce que le secrétaire des Nations Unies a reconnu l'échec de la présence de la mission de la mission des Nations Unies en Afrique. Il admet qu'ils ont tous, c'est un échec collectif. C'est un échec collectif que Antonio Guterres, le secrétaire des Nations Unies, venait d'avouer sur les chaînes de RFI et France 24. Il admet qu'ils ont échoué sur toutes les sur leur mission pour leur mission en Afrique. Donc, mes chers compatriotes, je ne l'invente pas. Ça, c'est ce que le secrétaire des Nations Unies a déclaré. Mais pour ceci, je préfère vous passer la vidéo d'où vous allez entendre les dires les dires de monsieur Guterres dans la chaîne sur leur propre chaîne, hein, parce que je ne vais pas dire que sur leur propre chaîne. Alors nous allons regarder. Venons. Mes chers compatriotes, quand je vous dis que j'ai bien My goodness. Ah, c'est ça. Regardez ceci. Hausse du prix du carburant provoque depuis quelques jours des Regardez ça. Pillages. Vous venez d'appeler toutes les parties à
désamorcer la crise? Est-ce qu'il faut resubventionner le carburant pour les populations les plus démunies? Et est-ce que le plan d'urgence de quelques millions de dollars dont vous venez d'obtenir le déblocage, est-ce que ce plan est à la hauteur des enjeux? Du point de vue, je dirais, des principes, je crois qu'on devrait subventionner les familles et pas les carburants. Et ce n'est pas exactement la même chose. Parce que ça permet aux familles. Attendez, je veux quand même. Vous avez vu même la posture de monsieur, du secrétaire général de monsieur Antonio Guterres. Il n'arrive même pas à regarder la caméra, il n'arrive même pas à regarder les journalistes parce qu'il sait que ce qu'ils sont en train de dire, c'est le mensonge. Vous savez, quand quelqu'un ment, ne peut jamais regarder les gens dans les yeux. Vous allez voir que tout ce qu'il est en train de raconter, par ses gestes, nous savons tous qu'il évite la caméra, il évite de regarder l'audience, de regarder les journalistes, parce qu'ils savent qu'ils mentent. Ils savent que nous les avons découverts, nous savons tous maintenant aujourd'hui à quel point tout ce que ces organismes nous ont fait croire, c'était du mensonge. Ils ont gouverné que dans le mensonge. Même les milliards qui sont en train de dire qu'ils vont débloquer les milliards pour aider, non. C'est les milliards des pillages des matières premières qu'ils ont fait dans les pays africains, sous le sous-sol africain. Les Occidentaux nous donnent rien. Les Occidentaux nous donnent ce qui nous appartient. D'ailleurs, ils retirent plus que ce qu'ils nous donnent. Ils nous remettent à nous. Les Occidentaux ne nous aident pas. S'ils nous aidaient, nos pays ne seraient pas dans cette situation. Nos pays ne seraient pas dans les conditions que nous avons aujourd'hui, que nous observons aujourd'hui, s'ils étaient là pour nous aider. Mais regardez, leur aide, c'est quoi? C'est venir soutirer, venir implanter leur société, leur compagnie chez nous pour mieux traquer, pour mieux piller nos richesses. Alors, mes chers compatriotes, c'est pour ça que nous sommes aujourd'hui là, pour vous dire la vérité. Pour ceux qui sont encore assis en train d'attendre, la lutte, la révolution nous appartient. La révolution est la révolution africaine. L'Afrique doit se réveiller. On en a marre qu'aujourd'hui, nous sommes ceux qui ont le produit brut, ceux qui ont les richesses, mais qui vivons dans la pire pauvreté. Alors pour ceci, nous devons tous être révolutionnaires. Chers compatriotes, voilà, je vais continuer. Ils ont besoin. Et ça ne se traduit pas dans un bénéfice pour les combustibles fossiles. Mais dans le cas de l'Haïti, ce que j'ai dit, on a eu plusieurs réunions du Conseil de sécurité et je suis convaincu qu'il faut absolument réintroduire une sécurité sérieusement. Et la proposition que j'ai mise sur la table, c'est qu'il faut vraiment un programme international d'appui à la formation et à l'équipement de la police, mais qu'il faudra avoir dans cette perspective une force robuste capable de mettre fin à l'action des gangs. Nous connaissons tous dans les pays, nous avons au Portugal, vous avez en France, des forces de police robustes. Et je crois qu'il nous faut avoir en Haïti, dans cette transition de formation et d'équipement d'une police qui pour le moment est inefficace, il faut avoir une force qui puisse vraiment mettre de l'ordre vis-à-vis une ville, notamment, mais aussi le pays, complètement contrôlé par des gangs. Ce ne sont pas des mouvements politiques, ce sont des gangs, malheureusement, infiltrés aussi par des gens liés au pouvoir économique et au pouvoir politique. Monsieur le secrétaire général, on n'a plus beaucoup de temps. Je veux quand même qu'on parle de l'Afrique, du Mali. Il y a une crise diplomatique en ce moment avec la Côte d'Ivoire. Le Mali détient 46 soldats ivoiriens qu'il appelle des mercenaires. La Côte d'Ivoire dit non. Ils travaillaient au service de la mission de l'ONU, la MINUSMA. Tout d'abord, très rapidement, pour vous, ce sont des mercenaires? Non, ce ne sont pas des mercenaires, c'est évident. Et je fais appel
aux autorités maliennes pour que ce problème puisse se résoudre. Vous les avez appelés? Vous avez parlé au président ivoirien? On est en contact permanent avec eux. Avec M. Goïta? Je n'ai pas parlé directement à Goïta, mais on est en contact permanent. Et je vais recevoir la délégation du Mali. C'est une chose qui est pour moi... Bon, on va peut-être s'arrêter là pour développer pas à pas. Monsieur Antonio Guterres dit que ce n'est pas les mercenaires. S'il dit que ce n'est pas les mercenaires, quel nom il va donner à ces soldats qui ont pénétré un territoire étranger avec les armes lourdes de guerre? Comment est-ce qu'il va déterminer, il va les appeler? Comment il va définir cette présence illégale des soldats et avec des armes lourdes dans un pays quelconque sans la lettre de mission, sans pourtant que les autorités maliennes soient au courant, sans pourtant que eux-mêmes... D'ailleurs, pourquoi d'ailleurs lui et eux ils vont répondre puisqu'ils ont nié la connaissance de ces soldats. Ce ne sont pas des soldats de la mission des Nations Unies. Comment est-ce qu'il peut répondre alors que les Maliens ne leur ont pas encore dit la position de ces soldats? Eux, ils ignoraient la présence de ces soldats-là. Mais comment ils peuvent répondre? En tout cas, moi, pour ma petite connaissance, mon intelligence, cette petite intelligence que j'ai, on n'a pas besoin d'aller à l'école pour comprendre ça. Comment est-ce qu'il peut déjà savoir que ce ne sont pas des mercenaires? Puisqu'ils ne les connaissent pas. Donc, pour savoir que ce ne sont pas des mercenaires, c'est le Mali qui doit leur dire qui sont ces gens-là par rapport aux questions, par rapport à l'investigation que les Maliens ont eu à faire avec ces soldats en interrogeant ces individus, parce qu'aujourd'hui, nous les appelons les individus, puisque jusque-là, nous ne savons pas qu'est-ce que ces troupes, qu'est-ce que ces individus avec les armes lourdes sont allés faire, quelle était leur mission au Mali, sans pourtant que les gouvernements maliens les invitent, sans pourtant que les gouvernements maliens soient au courant. Comment M. Guterres sait qui sont ces soldats? S'ils ne sont pas des mercenaires, ce ne sont pas des soldats de la mission des Nations Unies. Qui sont-ils alors? Simple question. Qui sont-ils selon eux? Eux-mêmes, ils n'étaient pas au courant de la présence de ces individus, parce que moi je les appelle des individus, de ces individus avec les armes lourdes au Mali. Ils n'étaient pas au courant, mais aujourd'hui ils nient. C'est pas qu'il nie, mais il dit que ce ne sont pas des mercenaires, ce ne sont pas des soldats en mission des Nations Unies. Qui sont-ils alors? Point d'interrogation. Donc voilà, aujourd'hui, nous ne pouvons plus... En fait, nous allons faire justice nous-mêmes. Parce que regardez, leur justice nous ont menti. La justice des Nations Unies qui était censée... qui sont venus dans nos pays à nous mentir sous le nom de la démocratie pour la sécuriser nos pays, pour établir la paix. Regardez, aujourd'hui, nous sommes en train de les découvrir que ce sont les gens qui sont venus dans notre pays pour s'aimer le chaos, pour s'aimer le chaos. En fait, quand ces organismes des Nations Unies ne sont venus que dans nos terres pour s'aimer le chaos, pour protéger leurs intérêts, pour protéger leur pillage. Parce que sinon, si ce n'était pas cela, aujourd'hui, cette milice les soldats des Nations Unies, les organismes des Nations Unies se retrouvaient tout autour de l'Ukraine. Parce qu'aujourd'hui, s'il y a là où on a besoin d'eux, c'est autour de l'Ukraine. Mais pourquoi ils insistent de rester dans notre continent, alors que là où il y a la nécessité, ils ne sont même pas positionnés là-bas. Ils n'en parlent pas. Si ce n'est pas juste pour exposer le pays ukrainien, les peuples ukrainiens de se battre avec...
En fait, ils sont là pour ils sont là pour établir la paix. Mais comment est-ce que ce sont les mêmes encore qui envoient les armes aux Ukrainiens pour se battre? Vous allez voir même les réponses du secrétaire, du secrétaire général de l'ONU. Ils n'ont pas l'intention de, de ramener la paix. S'ils n'ont pas l'intention de ramener la paix en Ukraine, alors là où il y a des gens qui sont semblables à eux, vous croyez que c'est dans notre continent, à nous l'Afrique, où ils sont installés depuis la nuit des temps, depuis 1800, je sais pas, 1883, que nous ne voyons même pas la sécurité, si ce n'est pas la pauvreté, si ce n'est pas venir nous déstabiliser dans nos cultures, à nous faire des enfants qui sont pour nous, à faire des enfants, pour nous retirer, hein, en fait, pour nous distancer de nos cultures. Alors, chers compatriotes, continuons. Il faut résoudre ce problème. Et deuxièmement, je crois qu'il faut reconnaître que la situation dans le Sahel est aujourd'hui une situation très, très difficile. Nous avons des groupes terroristes qui sont partout. Nous avons des changements climatiques qui ont un impact dévastateur. Nous avons des problèmes de gouvernance, comme vous le savez. Et nous avons une situation économique terrible. C'est pour ça que nous avons constitué, sous l'égide de l'ancien président Youssoufou, une équipe qui puisse nous proposer à la communauté internationale une nouvelle stratégie pour le Sahel, parce que ce qu'on fait maintenant ne suffit pas. C'est-à-dire, il faut reconnaître notre faillite collective et il faut trouver une autre approche, parce que cette région va de mal en pire. Ok, je vais encore recommencer là. Je vais recommencer là où ils ont dit la faillite, là où il a dit la faillite collective. Donc voilà, je vais juste repartir un tout petit peu. Terroristes qui sont partout. Nous avons des changements climatiques qui ont un impact dévastateur. Nous avons des problèmes de gouvernance, comme vous le savez. Et nous avons une situation économique terrible. C'est pour ça que nous avons constitué, sous l'égide de l'ancien président Youssoufou, une équipe qui puisse nous proposer à la communauté internationale une nouvelle stratégie pour le Sahel, parce que ce qu'on fait maintenant ne suffit pas. C'est-à-dire, il faut reconnaître notre faillite collective et il faut trouver une autre approche, parce que cette région va de mal en pire. Dans l'est du Congo-Kinshasa, les populations manifestent contre les casques bleus de la MONUSCO parce qu'elles accusent ces casques bleus de ne pas les protéger contre les rebelles. Il y a eu des manifestations meurtrières au mois de juillet. Est-ce que vous allez envisager un départ anticipé de ces casques bleus avant la date de 2024 et peut-être même avant la présidentielle de la fin 2023, comme vous le demandent plusieurs autorités? Il y a un programme de réduction progressive de la force qui est accordé avec le gouvernement, mais parlons franchement. Les populations ont le désir et la perspective que les forces onusiennes soient capables de battre les mouvements qui les attaquent et de leur garantir la protection. Mais on est dans une situation extrêmement difficile. Vous voyez, l'M23. L'M23 a été, comme vous savez, la raison de ces dernières manifestations. Le fait que les Nations Unies ne sont pas capables de battre l'M23. La vérité, c'est que l'M23 aujourd'hui... Chers compatriotes, vous entendez c'est grave ce que vient de dire le secrétaire général des Nations Unies. Eux qui sont une mission pour établir la paix, ils disent qu'ils sont incapables de battre le M23. M23, qui sont, selon eux, les rebelles venant du Rwanda et de l'Ouganda. Mais eux qui sont un grand organisme comme les Nations Unies ne peuvent pas battre les M23, les rebelles. Et eux qui ont tout le matériel nécessaire, tout le matériel sophistiqué, pendant 25 ans, ils n'arrivent pas
à stabiliser cette zone. Ils n'arrivent pas à combattre avec le M23. Chers compatriotes, est-ce que nous écoutons ça? Est-ce que nous sommes conscients de ça? Donc aujourd'hui, quand les peuples congolais, zaïrois, disent qu'ils ne veulent plus la présence de la MONUSCO, ils ont raison. C'est pour ça que nous ne voulons plus la présence de ces des organismes internationaux dans notre continent, parce qu'ils ont échoué partout. Il a reconnu. Ils ne peuvent pas combattre les M23. Les M23 qui n'ont pas qui sont des rebelles. Donc ça veut dire qu'ils opèrent dans l'obscurité. Ils opèrent en cachette. Eux qui ont la mission, à qui on a confié la mission de pouvoir stabiliser la zone. Pendant 20 ans, ils n'ont pas pu mettre la main sur les rebelles du M23. Et quand vous comparez le pays comme le Zaïre, la RDC, un grand pays comme la RDC qui se fait attaquer par ces petits groupes. La RDC a une population de plus de 120 millions d'habitants, avec un tout petit pays comme le Rwanda et l'Ouganda. Les Nations Unies n'arrivent pas à établir 20 ans qui sont présents dans cette zone, 25 ans qui sont présents dans cette zone, ils n'ont pas pu stabiliser cette zone. Et avec ça, vous allez encore laisser, on va encore leur confier on va encore les reconduire à faire encore une autre mission de la paix. Ils ont failli en tout. Ils ont failli en tout. Chers compatriotes, continuons. Est une armée moderne, avec des équipements lourds qui sont plus perfectionnés que les équipements de la MONUSCO. Et viennent-ils du Rwanda, ces équipements? Ils viennent de quelque part. Vous semblez dire oui. Ils viennent de quelque part. De quelque part d'un côté. Bonne question. Comment est-ce que les Nations Unies, qui ont toujours tendance à venir en aide, puisqu'ils sont là toujours venir en aide, ils viennent nous aider, et ils ne peuvent pas, ils n'ont pas le matériel sophistiqué, alors que le matériel de guerre vient de chez eux. Les rebelles ont-ils une usine, une manufacture dans cette région pour fabriquer les armes? Regardez comment il a rougi. Regardez comment est-ce qu'il n'a pas pu répondre. Donc, en conclusion, on va plus douter que ce sont les Nations Unies qui organisent le terrorisme. Ce sont les Nations Unies qui fournissent les rebelles. Ce sont les Nations Unies qui sont les terroristes. Ce n'est plus une question. Regardez juste cette petite question et la réponse, ça nous dit tout. On ne peut plus douter. Qui sont les terroristes? Qui fournissent les terroristes? Qui sont les rebelles? Qui sont ceux qui mettent le désordre, le chaos dans nos pays? Je vais repartir sur ça encore. Un tout petit peu. Ils viennent de quelque part. Ok. Vous semblez dire oui. Ils viennent de quelque part. Qui les attaquent et de leur garantir la protection. Mais on est dans une situation extrêmement difficile. Vous voyez, l'M23. L'M23 a été, comme vous savez, la raison de ces dernières manifestations. Le fait que les Nations Unies ne sont pas capables de battre l'M23. La vérité, c'est que l'M23 aujourd'hui est une armée moderne, avec des équipements lourds qui sont plus perfectionnés que les équipements de la MONUSCO. Et viennent-ils du Rwanda, ces équipements? Ils viennent de quelque part. Vous semblez dire oui. Ils viennent de quelque part. De quelque part d'un côté. Ils ne sont pas nés dans la forêt. Ils viennent de quelque part. Alors, ce qu'il faut, à mon avis,
et c'est l'essentiel, c'est de trouver une discussion sérieuse entre le Congo, le Rwanda et l'Ouganda pour qu'on puisse avoir une perspective conjointe pour éviter cette permanente situation qui nous fait toujours, quand on a un progrès, venir en arrière. Il faut que ces pays se comprennent mutuellement et il faut que ces pays coopèrent effectivement pour la sécurité de l'Est du Congo et aussi pour les garanties de sécurité, il ne faut pas l'oublier, du Rwanda et de l'Ouganda. Il ne faut pas oublier que l'ADF est un mouvement originaire de l'Ouganda. Il ne faut pas oublier qu'il y a encore dans le Congo le FDLR, je ne sais pas comment on dit ça, oui, comme ça, qui est un mouvement sorti des génocidaires des Hutus. Alors, il y a des préoccupations de tous les pays. Il faut qu'ils s'entendent parce que penser qu'une force de maintien de la paix peut résoudre des problèmes quand il y a maintenant des forces militaires extrêmement bien armées, c'est impossible. Et les populations, naturellement, ne le comprennent pas. Et pour nous, c'est une énorme... D'ailleurs, c'est un problème général sur le futur des opérations de maintien de la paix. Les opérations de maintien de la paix étaient faites pour maintenir la paix. Mais maintenant, elles opèrent dans des situations où la paix n'existe pas. Et je crois que c'est une réflexion essentielle. Nous avons fait un certain nombre de réformes pour améliorer leur capacité, pour améliorer leur sécurité. Mais la vérité, c'est qu'il nous faut une réflexion profonde sur le futur du maintien de la paix dans des situations comme celle-là. Et moi, je suis entièrement favorable à qu'il y ait des forces d'imposition de la paix et de lutte antiterroriste, des forces africaines d'imposition de la paix et de lutte antiterroriste menées sous l'égide de l'Union africaine et financées par les contributions obligatoires du système des Nations Unies, comme les forces de maintien de la paix. Sans des forces africaines robustes d'imposition de la paix, je crois qu'on n'ira nulle part. Monsieur le secrétaire général, merci de nous avoir accordé cette interview et merci à vous de nous avoir suivis sur nos deux chaînes, France 24 et Radio France Internationale. Bon, pourquoi aujourd'hui, quand les peuples africains disent que ils n'ont plus la présence des Nations Unies est inutile et sur notre continent, ça fait un problème. Moi, je pense que pourquoi ils déplacent d'ailleurs ces forces que ce soit dans le Sahel, que ce soit en RDC ou partout où ils sont, ils ne veulent pas quitter nos territoires en disant qu'ils sont là pour la sécurité, pour notre sécurité. Mais là, le secrétaire général vient d'admettre qu'ils ne sont plus capables d'établir la sécurité ou établir la paix. Donc, ils doivent revoir cela. Mais pour revoir cela, ils vont pas le revoir sur notre continent, puisque nous avons vu leur échec. Nous avons vu qu'ils ont failli à leur mission. Maintenant, s'il faut le revoir, ils n'ont qu'à aller chez eux et c'est à nous, les Africains, de voir qui nous allons faire appel pour établir la paix ou pour sécuriser notre continent. Alors, mes chers compatriotes, aujourd'hui, nous savons qui a détruit la nation. Ce sont ces groupes de bandits, ce groupe de mafieux qui ont formé ces organisations au nom de la démocratie pour venir détruire nos pays, pour venir détruire nos peuples, pour venir exterminer nos peuples, pour venir bafouer nos cultures. Alors pour sauver aujourd'hui ce que nous avons encore à sauver, c'est tous les Africains qui doivent se lever. C'est tous les Africains. Aujourd'hui, ils ne parlent même plus de Wagner parce qu'ils avaient cru faire comprendre au monde entier que la Russie, c'était eux les terroristes, c'était eux les rebelles ou tout ce qu'ils ont pu dire à Wagner. Mais voilà,
par leur propre réponse, nous savions maintenant aujourd'hui qui sont les terroristes, qui sont les génocidaires, parce qu'on doit les appeler les génocidaires. Les Nations Unies ont massacré nos peuples, les Nations Unies ont détruit nos peuples. Ils sont venus dans nos pays pour soutirer, pour piller nos matières premières. Vous pouvez comprendre qu'aujourd'hui, tous ces membres des Nations Unies, tous ces responsables dans ces organismes des Nations Unies, ils deviennent tous riches. Et aujourd'hui, notre sous-sol à nous, les Congolais, notre produit, nos richesses à nous appartiennent maintenant aux Occidentaux, sous le biais de Denis Sassou Nguesso. Ça, les richesses des peuples congolais appartiennent maintenant à Denis Sassou Nguesso, sous le contrôle de la France. Et ceci, c'est dans le monde, pas dans le monde entier, mais dans le continent africain. Ils viennent là pour sécuriser nos richesses, nos ressources naturelles à leur profit, à leurs intérêts. Cela doit s'arrêter. Cela doit s'arrêter. L'Afrique francophone doit sortir du CFA. L'Afrique francophone doit quitter le drapeau vert, jaune, rouge, parce que c'est le drapeau du sang. L'Afrique francophone doit quitter ces organismes de la CEDEAO, l'Union africaine, parce que tous ces organismes n'ont apporté absolument rien aux peuples africains. Ils n'ont apporté absolument rien au continent africain. Donc aujourd'hui, il est temps pour nous de quitter, de se séparer de ces organismes mafieux, de ces organismes terroristes, de ces organismes génocidaires qui ont détruit et pillé notre continent, l'Afrique. Vive l'Afrique nouvelle, vive les peuples africains, tous ensemble, c'est maintenant ou jamais. Chers compatriotes, sans pourtant, je ne vais pas vous quitter sans vous parler de la Fédération Congo. La Fédération Congo est le 55e pays du Congo-Brazzaville qui s'est formé par appel, par la pétition signée par les peuples Congo, parce que sur le plan des Occidentaux, les Congos étaient dans le miroir de l'extermination par les Occidentaux. Les peuples Congo sont les cibles de l'extermination des Congos. Alors, nous avons pris cette initiative avec nos peuples pour sauver nos peuples, retrouver notre souveraineté qui a été ravie par les Occidentaux avec leurs éléments qu'ils ont placés sur nos terres, sur notre nation, le Congo, par ce Mboshi qui a fait que humilier, massacrer, commettre des crimes sur nos peuples, sur nos terres. Alors, vive la Fédération Sud-Congo avec les couleurs bleu, blanc, jaune qui sont les couleurs de la Fédération Sud-Congo. Vive les membres de la Fédération Sud-Congo, Bernard Pongui, Gervais Birongi, Edim Kaï, les rois de Luango et moi-même, maman Olga, la maman de la Fédération Sud-Congo. Seule la lutte libère, tous ensemble, c'est maintenant ou jamais. Continuez à signer la pétition. Je te souhaite à ceux qui sont présents aux Nations Unies, nous savons que notre démarche est en train d'aller sur le droit chemin, mais nous demandons la participation des peuples Congo de soutenir notre lutte, de ne pas se fatiguer, car là, le chemin est long.
Et nous demandons comment dirais-je, la force et l'insistance, la détermination des peuples congolais. Sur ce, mes chers compatriotes, je vous dis au revoir, à la prochaine pour vous ramener d'autres nouvelles, pour partager d'autres informations, car ce n'est qu'avec l'information que nous pouvons avancer dans notre lutte. N'oubliez pas que Dieu, la Bible nous dit ceci, mon peuple, mon peuple périt, mon peuple périt par faute de connaissance. Alors, c'est pour ça que nous venons, pour vous apporter ces connaissances, pour que nous continuions, nous sachions pourquoi nous sommes engagés, pourquoi nous sommes déterminés, pourquoi nous devons rejoindre cette lutte. Ingeta, Ingeta, Ingeta.